Apple est au bord du gouffre. Depuis des mois, politiciens et médias répètent la même question comme une promesse. Et si Apple reprenait la fabrication d'iPhone aux États-Unis? Cela ressemble à une réconciliation avec un passé industriel auquel nous aspirons. Cela ressemble à une justice pour les villes durement touchées par les fermetures d'usines. Cette émotion est bien réelle. Et c'est aussi le point de départ idéal pour une histoire qui plaît et convainc. Derrière l'éclat de la photo et du titre se cache une mise en scène minutieuse. Apple a ouvert une Apple Manufacturing Academy à Détroit, un projet public et visible destiné à former les entreprises et les travailleurs à la fabrication de pointe et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette inauguration s'inscrit dans un ensemble bien plus vaste d'engagements et d'investissements annoncés aux États-Unis. Le discours est simple et efficace. Une académie, des formations, la promesse d'emploi. Mais l'économie n'est pas régie par de bonnes intentions ou des images émouvantes. Elle est régie par des bulletins de salaire signés, des bons de commande et des investissements dans des usines et des machines qui créent des emplois massifs. Ce sont ces chiffres qui transforment véritablement des quartiers entiers. Lorsque l'accent est mis sur les programmes de formation et les centres de données, l'impact sur l'emploi est d'une autre nature, hautement qualifié, concentré et en volume limité. Parallèlement, la production se réorganise, loin des projecteurs médiatiques. La stratégie des entreprises a déplacé une part croissante de l'assemblage vers d'autres latitudes, là où les économies d'échelle et les incitations le permettent. Les données publiques montrent qu'une part importante de la production d'iPhone est déjà réalisée hors des États-Unis, l'Inde augmentant son poids dans la chaîne mondiale. Cette migration est le mouvement silencieux qui explique pourquoi les photos prises à Détroit ne se traduisent pas automatiquement par des milliers d'emplois locaux. Si un article vous a fait rêver et s'est révélé être un mirage, partagez-le dans les commentaires. Rejoignez-moi pour décortiquer chaque mot, chaque chiffre et chaque stratégie. Ici, nous ne nous attarderons pas sur l'excitation des gros titres. Nous nous pencherons sur les bilans, les postes vacants réels et les contrats. Préparez-vous à comprendre pourquoi on nous vend souvent de la poudre aux yeux et comment cette fiction perturbe la vie économique des villes et des familles réelles. La grande annonce qui a suscité de faux espoirs. Tout a commencé par un geste soigneusement calculé. Apple a publié une déclaration qui semblait historique, l'ouverture de sa prétendue académie de fabrication à Détroit. Les mots étaient précis, brillants, inspirants. Ils parlaient de formation, d'éducation, d'opportunités pour les fabricants locaux. Pour quiconque lisait ce message dans les gros titres, cela ressemblait à une nouvelle ère industrielle. Une bouffée d'air frais au cœur d'une ville qui, pendant des décennies, portait l'étiquette du déclin. Mais ce qui était vraiment frappant, ce n'était pas ce qu'Apple disait, mais ce qu'elle n'évoquait pas. Nulle part n'était présent le mot-clé que des millions de personnes espéraient, l'embauche. Nulle mention de milliers d'emplois directs n'était faite. Aucune chaîne de production massive n'était annoncée. Pas même un plan concret de relocalisation d'usines à Détroit. Ce silence, cet espace soigneusement conçu, masquait la différence entre un investissement productif et un acte de marketing social. Car Détroit n'avait pas été choisi au hasard. Ce n'était pas n'importe quelle ville. Détroit était le cœur battant de l'industrie automobile américaine, un symbole de l'ascension et du déclin de la puissance industrielle du pays. Choisir Détroit, c'était évoquer la nostalgie. C'était éveiller dans l'esprit collectif l'image de l'âge d'or, où chaque rue vibrait au son des moteurs fraîchement assemblés et où des milliers d'ouvriers bénéficiaient d'emplois stables leur permettant de se construire une vie décente. Apple savait qu'une annonce à Détroit ne se contenterait pas d'ouvrir une école. Elle ferait la une des journaux. Et ces gros titres parleraient d'espoir, de résurrection, d'un géant de la technologie soi-disant en train de tendre la main à la capitale industrielle. Le message était conçu pour toucher une corde sensible, non pour construire des usines. Puis vint la deuxième étape, la communication personnelle. Le PDG d'Apple lui-même a partagé une phrase simple mais percutante sur les réseaux sociaux. L'Apple Manufacturing Academy est désormais ouverte à Détroit. Il ne parlait ni d'emploi, ni de production. Il se contentait de répéter des mots généraux comme industrie et soutien. Des mots qui semblaient ambitieux, mais qui pouvaient en réalité tout signifier. Le résultat fut immédiat. La presse s'empara du message, l'amplifia et le répéta comme un écho sans fin. Les gros titres annonçaient qu'Apple investissait dans l'industrie américaine, que des emplois seraient créés à Détroit.
qu'une ville blessée était en voie de sauvetage. La machine médiatique s'est nourrie de l'émotion collective, tandis que la vérité restait dans l'ombre. Maintenant, réfléchissons. Combien de fois avons-nous observé ce schéma dans l'histoire financière et économique? Une entreprise géante publie une annonce aux termes ambigus. La presse la transforme en promesse. Le public la reçoit comme une certitude. Et au final, ce qui semblait être un investissement transformateur se révèle être une opération de relations publiques, une astuce pour booster sa réputation sans toucher aux véritables racines économiques. Si l'on analyse l'impact financier, Apple a réussi avec cette seule initiative à décupler la valeur de son discours. Par une seule annonce, l'entreprise s'est positionnée non seulement comme un innovateur technologique, mais aussi comme un allié social. Et tout cela sans assumer le coût exorbitant de l'ouverture de véritables usines sur le sol américain. Un coût qui affecte les marges bénéficiaires que l'entreprise protège avec une précision chirurgicale. Pendant ce temps, la ville de Détroit, qui comptait autrefois près de 2 millions d'habitants à son apogée industriel et qui dépasse à peine les 600 000 aujourd'hui, sert à nouveau de décor. Comme décor d'une histoire qui ne changera pas nécessairement son économie, mais renforcera l'image d'une marque mondiale. Et voici la réflexion la plus profonde. Il ne s'agit pas d'attaquer une entreprise en particulier, mais plutôt d'ouvrir les yeux sur le langage corporatif. Apprendre à décrypter les non-dits. Comprendre que derrière chaque annonce spectaculaire peut se cacher un silence encore plus révélateur. Un silence qui nous oblige à nous demander s'il s'agit d'un investissement réel ou d'un mirage soigneusement élaboré. L'histoire de Détroit nous rappelle que l'espoir peut être aussi puissant que dangereux, que de fausses promesses peuvent entretenir l'illusion tout en préservant les racines du problème, et que dans le monde financier, la perception vaut presque autant que le capital investi. Maintenant, je vous invite à répéter après moi. Rien ne m'arrête, tout me motive. Que cette phrase résonne en vous comme un rappel de force et de clarté. Écrivez ces mêmes mots dans les commentaires si vous aussi vous croyez que la vérité se découvre en regardant au-delà des apparences. Car ce n'est qu'en apprenant à remettre en question que nous pouvons prendre des décisions plus intelligentes, plus stratégiques et plus libres. Mots magiques, promesses creuses. Arrêtez-vous un instant et observez attentivement le langage. Apple utilise des termes soigneusement choisis, presque poétiques. Il parle de formation, il parle de soutien, des mots qui sonnent chaleureux, presque encourageants. Il donne l'impression d'un geste altruiste, comme si une main puissante se tendait vers les travailleurs et les fabricants locaux pour les aider à s'épanouir. Mais il y a un mot qui n'apparaît jamais dans leur discours, embauche. Cette absence change tout. La soi-disant Manufacturing Academy de Détroit est présentée comme un espace ouvert, gratuit pour les entreprises locales. Un lieu d'apprentissage et de modernisation. À première vue, cela ressemble à un cadeau, un noble programme de responsabilité sociale. Les gros titres le répètent avec enthousiasme. Les chaînes d'information reprennent les termes exacts. L'idée répandue qu'Apple redonne à la communauté est répandue. Pourtant, ce qu'il propose en réalité, c'est de la formation et non des emplois directs. C'est là que la magie du langage d'entreprise entre en jeu. Car parler de formation, c'est ne s'engager à rien. On ne garantit pas d'emploi. On ne signe pas de bulletin de paie. On ne crée pas d'usine de production. On partage ses connaissances en classe sans prendre le risque financier de construire une usine ou d'embaucher des centaines d'employés. C'est une demi-promesse, une histoire inspirante sans fin. Imaginez maintenant les cours qui y sont dispensés. Des programmes sur la gestion de projets, l'intelligence artificielle, l'optimisation des processus. Des sujets sophistiqués et avancés qui évoquent l'avenir. C'est un véritable concentré d'innovation technologique. Mais réfléchissez-y un instant. À qui profite réellement ce savoir? On y enseigne moins comment employer plus de personnes, mais comment remplacer les fonctions humaines par des systèmes plus rapides, plus intelligents et moins coûteux. C'est la même stratégie que les grandes entreprises ont suivie ces dernières décennies, produire plus avec moins de travailleurs. Les chiffres le montrent clairement. Entre 2000 et 2020, la productivité manufacturière aux États-Unis a connu une croissance constante grâce à l'automatisation. Dans le même temps, des millions d'emplois manufacturiers ont disparu. Autrement dit, le gâteau a grossi, mais il a fallu de moins en moins de mains pour le préparer. Et voilà le paradoxe. Plus on parle d'efficacité, moins il y a de place pour le travailleur ordinaire.
À bien y réfléchir, c'est comme un entraîneur sportif qui, au lieu de motiver toute l'équipe, lui enseigne des techniques pour que seuls quelques joueurs puissent courir plus vite, lancer plus fort et marquer plus de points. À la fin de l'entraînement, la moitié de l'équipe n'est plus nécessaire. C'est ce qui se cache derrière ce qu'on appelle la formation. Une modernisation qui réduit les effectifs au nom de la compétitivité. Pour les politiciens, ce discours est un cadeau. Il leur permet de se présenter devant les caméras et de dire qu'ils ont attiré des investissements étrangers, qu'ils se sont battus pour leur ville, qu'ils ont apporté le progrès. Ce sont des phrases qui font bonne figure dans un discours de campagne, car elles sonnent comme un exploit. Mais vous et moi savons qu'investissement productif n'est pas synonyme d'investissement symbolique. Créer des emplois n'est pas synonyme d'annoncer des formations. Et voici la réflexion financière la plus importante. Chaque fois qu'une entreprise parle d'optimisation des processus et d'intégration de l'intelligence artificielle dans ses usines, le marché ne comprend qu'une seule chose. Cela signifie réduire les coûts de main-d'œuvre, augmenter les marges bénéficiaires et créer de la valeur pour les actionnaires. Et vu sous cet angle, tout cela est cohérent. La formation n'est pas un cadeau, c'est un investissement dans l'efficacité. Et l'efficacité, dans un monde dominé par les algorithmes et les robots, se traduit souvent par moins de main-d'œuvre et une concentration accrue des profits. L'ironie est que ce même discours est présenté comme un progrès. Mais qu'en est-il des communautés en attente d'un véritable emploi ? Qu'en est-il des jeunes qui rêvent d'un emploi stable ? C'est là que les mots magiques deviennent des promesses en l'air. Et cette différence, invisible pour beaucoup, définit le cours économique de villes entières. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti poussé à aller de l'avant, à rechercher le succès, alors que tout autour de vous semble inchangé ? Ce sentiment que, même si l'environnement ne change pas, une force s'éveille en vous. Si vous avez déjà ressenti cela, je veux que vous l'affirmiez avec force. Répétez après moi. J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie. Écrivez-le dans les commentaires comme votre déclaration personnelle, votre affirmation secrète pour vous rappeler que la clarté est plus précieuse que toute illusion. Parce que dans le monde financier et dans la vie elle-même, apprendre à voir au-delà des mots fait de nous des personnes libres, capables de prendre des décisions qui ne dépendent pas des gros titres, mais de vérités profondes. Enseigner la robotique, et non la fabrication avec des humains. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet de la soi-disant Apple Academy. Le programme. On n'y trouve pas d'atelier d'assemblage, de cours de soudure, ni de formation pratique pour ceux qui aspirent à un emploi sur la chaîne de production. On y propose plutôt des conférences sur la gestion des processus, les indicateurs de productivité, l'intelligence artificielle et les techniques de fabrication avancées. Le tout orienté vers un seul objectif, l'automatisation. À première vue, l'idée semble futuriste, innovante et positive. Parler d'intelligence artificielle et de fabrication avancée évoque le langage du progrès. Pourtant, c'est là que réside un paradoxe que peu osent souligner. Apple affirme que son initiative soutient l'industrie et l'emploi. En réalité, elle forme les entreprises à utiliser davantage de robots, de logiciels plus intelligents et de systèmes qui remplacent les travailleurs humains. C'est comme si un pompier, au lieu d'éteindre des incendies, donnait une formation sur la fabrication de lance-flammes plus puissantes. L'intention apparente et la conséquence réelle sont opposées. Chaque outil technologique, chaque logiciel intégré à une usine est un pas de plus vers la réduction des effectifs. Au lieu d'ouvrir les portes à de nouveaux travailleurs, il les enferme. Le discours officiel parle de stimuler l'industrie manufacturière et de créer des emplois au cœur de Détroit. Mais la réalité est que chaque robot introduit signifie moins de chaînes de montage, moins d'heures de travail humain et moins d'opportunités pour ceux qui rêvaient autrefois de retrouver la sécurité de l'emploi pour leur famille. Le mot-clé ici est l'efficacité. Pour les grandes entreprises, l'efficacité signifie produire plus avec moins de ressources humaines. Pour les marchés financiers, l'efficacité signifie réduire les coûts, améliorer les marges et augmenter les dividendes pour les actionnaires. Mais pour le travailleur moyen, l'efficacité signifie souvent autre chose: précarité, incertitude et peur d'être remplacé. L'histoire économique regorge d'exemples. En 1980, les usines automobiles américaines avaient besoin de dizaines de milliers de travailleurs pour maintenir la cadence de production. Aujourd'hui, grâce à l'automatisation, le même nombre de voitures est fabriqué avec moins de la moitié de la main-d'œuvre. Le cas d'Apple ne fait pas exception. Ce qui est présenté comme une formation est en réalité un manuel destiné aux entreprises locales pour produire plus avec des équipements de plus en plus petits. Ce modèle s'inscrit parfaitement dans la logique financière. Chaque robot installé représente une dépense initiale rapidement amortie.
Ils ne tombent pas malades, ne demandent pas d'avantages sociaux et ne se syndiquent pas. D'un point de vue financier, c'est l'investissement idéal. Mais d'un point de vue social, cela signifie des rues plus vides, des familles à faible revenu et des communautés qui voient la promesse d'emploi se réduire à néant. Ce qui est surprenant, c'est la facilité avec laquelle la presse salue ces annonces. Les gros titres parlent d'investissement dans la technologie, l'innovation et l'avenir. Rarement quelqu'un s'arrête pour se poser la question essentielle. Combien de travailleurs disparaissent avec chaque processus d'automatisation ? Combien de vies sont transformées lorsqu'une machine remplace un métier transmis de génération en génération? Cette question se pose rarement car elle brise le charme de l'histoire. Mais pour ceux d'entre nous qui l'examinent à la fois sous l'angle financier et social, la conclusion est claire. Investir dans la technologie n'est pas nécessairement investir dans l'emploi. Souvent, c'est tout le contraire. C'est un raccourci vers un modèle plus rentable et plus froid. C'est pourquoi je vous invite à une réflexion sereine. Il ne s'agit pas de rejeter le progrès, ni de nier l'importance de l'innovation. Il s'agit de distinguer un discours glorieux d'une réalité économique qui touche les familles ordinaires. Il s'agit de regarder au-delà des écrans publicitaires pour comprendre les véritables enjeux. Et maintenant, je veux que vous gardiez cette pensée en vous. Répétez-vous, j'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie. Écrivez-le dans les commentaires comme une affirmation personnelle. Car accepter la réalité ne signifie pas se résigner. Cela signifie observer avec lucidité, se réveiller au milieu du bruit et choisir de réussir même si l'on tente de vous distraire avec des illusions technologiques. Le casse-tête mondial et son coût prohibitif. Arrêtons-nous un instant et posons-nous cette question fondamentale. Quel serait le coût réel de la fabrication d'un iPhone aux États-Unis ? Il ne s'agit pas d'ouvrir un atelier improvisé, mais de produire en série l'appareil le plus performant de l'histoire technologique moderne. La réponse nous amène à comprendre un casse-tête mondial que peu de gens souhaitent affronter de front. Un iPhone n'est pas un produit simple. Il n'est pas assemblé à partir de quelques pièces locales. Chaque unité est le fruit d'une chaîne internationale reliant usines, fournisseurs et spécialistes répartis sur plusieurs continents. L'écran est fabriqué dans un pays, les puces dans un autre, la batterie dans un troisième, l'appareil photo dans un quatrième. Puis, tout converge dans une usine d'assemblage où des milliers de mains et de robots synchronisés lui donnent sa forme finale. Imaginez un instant tenter de reconstruire tout cet écosystème de A à Z sur le sol américain. Ce serait comme essayer de construire un château médiéval pierre par pierre avec seulement des roches extraites d'un seul état. C'est un rêve romantique, mais totalement irréaliste. Sans ce réseau mondial, implanter une chaîne de production d'iPhone aux États-Unis serait tout simplement impossible. Wall Street a déjà fait le calcul. Les analystes s'accordent à dire qu'un iPhone actuellement vendu 1 000 $ coûterait environ 3 500 $ s'il était entièrement fabriqué sur le sol américain. Ce chiffre n'est pas une lubie. Il reflète le coût réel des salaires plus élevés, des investissements dans des machines spécialisées, de la construction d'usines à partir de zéro et du manque de fournisseurs locaux capables de soutenir une telle envergure. Imaginez la conséquence immédiate. Accepteriez-vous de payer votre téléphone plus cher que votre voiture de luxe? Le marché connaît la réponse. Personne ne le ferait. C'est pourquoi, bien que les discours politiques évoquent le retour de la production, la réalité financière dicte le contraire. Produire localement est un fantasme si coûteux que même les entreprises les plus valorisées de la planète n'osent pas s'y aventurer. Ce débat n'est pas nouveau. Il y a quelques années, lors d'un dîner à la Maison-Blanche, le président de l'époque, Barack Obama, a demandé directement à Steve Jobs ce qu'il faudrait pour ramener la production d'iPhone aux États-Unis. La réponse de Jobs fut aussi directe que réaliste. Ces emplois ne reviendront pas. Il ne le disait pas avec mépris, mais en toute connaissance de cause. En Asie, les usines fonctionnent avec une envergure et une flexibilité que l'Occident ne peut égaler. Certaines régions de Chine sont capables de mobiliser des milliers de travailleurs en quelques heures. L'anecdote est célèbre. Lorsqu'Apple a demandé une modification de conception de dernière minute pour ses téléphones, en seulement 96 heures, 10 000 unités sortaient déjà des chaînes de production chaque jour. Cette rapidité de réaction est le fruit d'un écosystème de travail rigoureux, profondément engagé dans la production de masse. Comparez cela à la réalité américaine. Ici, le droit du travail, les coûts, la réglementation et la culture d'entreprise rendent impossible la reproduction de ce modèle. Ce n'est pas un manque de talent, c'est une erreur de calcul. L'extrême efficacité de l'Asie repose sur un système que les États-Unis, pour des raisons structurelles et culturelles, ne peuvent et ne veulent pas reproduire.
Par conséquent, lorsque nous voyons des annonces comme celle concernant la Manufacturing Academy de Détroit, nous devons les replacer dans leur contexte. Ce n'est pas le prélude à une gigantesque usine d'iPhone sur le sol américain. C'est un geste symbolique, un outil de marketing social qui cherche à projeter une image d'engagement envers la communauté, tandis que la véritable chaîne de production reste intacte, opérant là où les coûts et l'échelle la rendent viable. Et voici la leçon financière la plus importante. Nous ne pouvons pas laisser l'émotion obscurcir l'analyse. En économie, ce sont les chiffres qui priment. Si les calculs montrent que la production locale triple le coût du produit, alors ce scénario n'est pas viable. C'est aussi simple que ça. Je veux que vous considériez cela comme l'acceptation d'une loi naturelle. Non pas que cela nous plaise ou non, mais parce que c'est un fait. Et pour bien vous l'inculquer, répétez avec moi cette affirmation puissante. Je suis prospère et j'attire la richesse. Écrivez-la dans les commentaires. Puis cette phrase vous rappellera à jamais que la véritable prospérité vient de la compréhension de la vérité des chiffres et de la résistance aux promesses qui ignorent la logique économique. Droits de douane, menaces et cirque politique. Nous voici au cœur de l'histoire. Apple n'a pas ouvert la Manufacturing Academy de Détroit par pur altruisme ou par souci soudain de préserver les emplois locaux. La vérité est bien plus crue. C'était une motivation politique. En 2024, le gouvernement américain a proféré une menace directe et ferme. À partir de ce moment, chaque iPhone importé de l'étranger serait soumis à un droit de douane de 25%. Une taxe prélevée sur chaque unité vendue dans le pays. Faites le calcul. Un téléphone coûtant déjà 1 000 $ devrait supporter à lui seul 250 $ de taxes supplémentaires. Cela aurait porté un coup dur à l'entreprise, capable de faire chuter des millions de dollars de ventes et d'affecter directement sa position sur le marché le plus rentable au monde. Le dilemme semblait insoluble. Soit Apple encaissait le coup et avalait le droit de douane, réduisant ses marges et sapant la confiance de ses actionnaires, soit elle répercutait ce coût sur le consommateur, augmentant le prix final de l'iPhone à des niveaux tels que les ventes s'effondreraient. Deux mauvaises pistes, toutes deux aux conséquences financières dévastatrices. C'est alors qu'est apparue la troisième option. Non pas la production de masse, ni la construction d'immenses usines sur le sol américain, mais une stratégie bien plus judicieuse et surtout bien plus économique. Apple a décidé de jouer la carte de la communication stratégique. Au lieu d'ouvrir des usines, elle a lancé l'Académie à Détroit. Compte tenu de la taille d'Apple, avec une capitalisation boursière dépassant les 3 000 milliards de dollars, cet investissement n'est qu'une petite somme, une infime fraction d'un gâteau mondial valant des milliards. Pourtant, le résultat médiatique était colossal. Le discours a complètement changé. L'entreprise pouvait apparaître dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux, se vantant « Nous investissons aux États-Unis, nous créons des opportunités, nous soutenons l'industrie locale ». Les politiciens de l'époque ont accueilli ce message à bras ouverts. Le sénateur souriant a pris une photo avec Tim Cook et a déclaré devant les micros « Mission accomplie, Apple investit à nouveau dans le pays ». Les médias ont répété ces phrases comme s'il s'agissait d'un triomphe historique. Le public, las des mauvaises nouvelles, a applaudi avec espoir. Et, au milieu de tout ce spectacle, un élément fondamental est passé inaperçu. Apple a évité de payer les droits de douane. Un pacte tacite a ainsi été conclu. Apple a préservé ses marges, les politiciens ont affiché une victoire symbolique qu'ils ont pu transformer en capital électoral et les citoyens ont reçu un message réconfortant, bien que vide en termes d'emplois réels. Tout le monde a gagné en image. Tout le monde sauf le consommateur, qui, au final, d'une manière ou d'une autre, finit toujours par payer la facture. Car même si Apple a évité les droits de douane, la pression de l'inflation, des coûts mondiaux et la logique financière elle-même font que le prix de l'iPhone continuera d'augmenter. Peut-être pas aussi brutalement qu'avec la taxe, mais progressivement, silencieusement, inévitablement. Et c'est là toute l'ironie. Le grand spectacle politique et corporatif n'a rien changé à la conclusion finale. Le consommateur finit par pleurer en silence devant un appareil de plus en plus cher, tout en sentant répéter sans cesse qu'il vit un triomphe collectif. C'est l'essence même du cirque politico-financier. Les discours se transforment en fumée, les photos font les gros titres et la vérité reste en arrière-plan. Seuls les flux d'argent et le jeu des intérêts qui les alimentent demeurent constants. Et ici, je voudrais vous laisser une affirmation puissante à garder à l'esprit chaque fois que vous entendez des promesses trop brillantes. L'abondance coule à flot. Écrivez-la dans les commentaires et gardez-la comme un mantra personnel.
Car lorsque vous comprenez le jeu, lorsque vous examinez les faits sans vous laisser distraire par le bruit, la vérité financière s'épanouit toujours sous vos yeux. La migration silencieuse vers l'Inde. C'est ici que la véritable histoire commence, loin des projecteurs et des promesses fracassantes. Car si Apple ne fabriquera pas d'iPhone à Détroit, sa production est en mouvement. L'entreprise sait que dépendre d'un seul pays est un risque trop élevé. Pendant des années, elle a concentré la quasi-totalité de sa production en Chine, mais la guerre commerciale, les tensions géopolitiques et la pression du marché ont clairement montré que cette stratégie n'est plus tenable. La décision est évidente pour tout financier, diversifier la chaîne d'approvisionnement, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La destination choisie est l'Inde, et les chiffres ne mentent pas. Au cours du dernier exercice, environ 14 milliards de dollars d'iPhone ont été assemblés en Inde. Cela équivaut à près de 14% de la production mondiale d'Apple en seulement un an. Imaginez, un iPhone sur 7 en circulation sur la planète aujourd'hui provient d'usines indiennes. Un fait que peu mentionnent, mais qui marque un tournant industriel d'une ampleur historique. Et ce n'est pas tout. Les analystes s'accordent à dire que cette proportion va croître rapidement. Des projections prudentes placent la production indienne à plus de 20% du total d'ici 2025. Mais il existe des prévisions encore plus ambitieuses. Certains spécialistes évoquent des scénarios dans lesquels l'Inde pourrait fabriquer entre 60 et 65% de tous les iPhones du monde. Si cela se produit, nous serions confrontés à un séisme industriel qui non seulement redéfinirait la stratégie d'Apple, mais repositionnerait également l'Inde comme l'un des grands centres manufacturiers du XXIe siècle. Le premier semestre 2025 confirme déjà cette tendance. Les exportations indiennes de smartphones ont augmenté de 30% en glissement annuel, atteignant plus de 40 millions d'unités. Et la quasi-totalité de cette croissance porte la marque d'Apple. Il ne s'agit pas d'une expérience improvisée. Nous assistons à une migration silencieuse, ordonnée et stratégique qui transforme progressivement l'Inde en l'un des plus importants sites de production de la planète. Le plus curieux est que ce changement monumental apparaît à peine dans les médias grand public. Seuls les médias locaux, les reportages spécialisés et les rapports d'exportation documentent ce processus. Pour le grand public, le discours reste centré sur les gros titres sur Détroit ou les annonces d'engagement social. Cependant, sous la surface, le véritable bouleversement est déjà en cours. D'un point de vue financier, c'est un parfait exemple de la façon dont les entreprises mondiales gèrent le risque. Apple n'abandonne pas complètement la Chine, ce serait suicidaire. Elle rééquilibre la balance. Elle maintient sa puissance de production en Asie, mais la répartit désormais sur différentes zones géographiques. Elle protège ainsi sa chaîne d'approvisionnement des guerres commerciales, des pandémies ou des sanctions inattendues. C'est la logique de la diversification poussée à l'extrême, appliquée non pas à un portefeuille d'actions, mais à la structure même de la production mondiale. La leçon est claire. Dans un monde interconnecté, la véritable force ne réside pas dans les promesses locales ou les gestes médiatiques, mais dans la capacité à s'adapter aux changements mondiaux. Et Apple, malgré tous ses défauts, comprend cette dynamique mieux que quiconque. Maintenant, je souhaite vous laisser une réflexion qui s'inscrit dans cet apprentissage. Répétez-vous « Je suis ouvert au changement et à la croissance ». Écrivez-la dans les commentaires. Que cette phrase nous rappelle que les grands bouleversements économiques ne se produisent pas toujours sous les projecteurs. Ils se produisent parfois silencieusement, mais ils sont si puissants qu'ils transforment l'ensemble de la production mondiale. L'iPhone sera-t-il moins cher grâce à tout cela ? C'est une question logique. Si Apple délocalise une partie de sa production en Inde, un pays où les coûts de main-d'œuvre sont nettement inférieurs à ceux de la Chine ou des États-Unis, les consommateurs pourront-ils acheter un iPhone à un prix plus abordable ? La réponse est catégorique non. Oubliez ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Apple ne construit pas son empire sur la promesse de prix plus bas. Il maximise ses marges. Même si les coûts de production sont réduits, ces économies ne sont pas répercutées sur le consommateur final. Au contraire, elles restent dans les poches d'Apple, comme une réserve qui renforce sa rentabilité et sa marge de manœuvre. La stratégie ne vise pas à rendre l'iPhone moins cher, mais à protéger l'entreprise contre les risques géopolitiques tout en développant sa présence sur de nouveaux marchés à fort potentiel. Et voilà le véritable enjeu. L'Inde n'est pas seulement un atelier de fabrication de main-d'œuvre bon marché. L'Inde est un marché émergent aux dimensions colossales. Plus de 1,4 milliard d'habitants. Une classe moyenne en pleine expansion. Une génération de jeunes professionnels aspire à des symboles de statut social, à des marques qui représentent non seulement la technologie, mais aussi le prestige. Et dans ce domaine, Apple a un avantage. Car en Inde, un iPhone n'est pas perçu comme un appareil ordinaire. Il est perçu comme un luxe,
un objet de rêve qui élève le statut social de son propriétaire. Les données le confirment. En 2024, Apple a atteint la première place du marché en valeur, avec 23%. Et ce détail est essentiel. Être leader en valeur ne signifie pas vendre plus d'unités. Cela signifie vendre à un prix si élevé et avec une telle rentabilité que, même en expédiant moins de téléphones que des marques locales ou des géants comme Xiaomi ou Samsung, Apple se taille toujours la part du lion. De plus, la tendance est à la hausse. Au dernier trimestre 2024, Apple est entré pour la première fois dans le top 5 des marques les plus vendues en Inde, avec près de 10% de part de marché. Il s'agit d'une étape historique. Et au premier trimestre 2025, les expéditions d'iPhone vers l'Inde ont augmenté de 29% sur un an. Il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais d'une croissance structurelle, d'une expansion planifiée. À ce rythme, Apple ne construit pas seulement des usines, il s'agit de bâtir un empire économique au sein de l'un des pays les plus peuplés et stratégiques de la planète. Le résumé est simple et brutal. Déménager en Inde ne signifie pas que vous paierez moins cher votre prochain iPhone. Cela signifie qu'Apple consolidera d'énormes marges, bénéficiera d'une plus grande stabilité face aux bouleversements politiques et accédera à une clientèle qui voit ses produits comme un symbole de réussite. Pour vous, acheteur occidental, le prix restera probablement le même, voire augmentera, si les États-Unis décident d'imposer de nouveaux droits de douane. Ce qui est présenté comme un changement dans le paysage productif est en pratique un renforcement de la stratégie financière la plus efficace. Préserver les profits, accroître l'influence et préserver l'exclusivité de la marque. Nous, consommateurs, restons spectateurs. Nous regardons le film, nous applaudissons ou critiquons l'intrigue, mais nous n'avons pas notre mot à dire sur le résultat final. Le prix est dicté par Apple, et Apple ne vend pas des symboles de luxe. Je voudrais que vous reteniez une phrase qui s'inscrive dans cette réflexion. Répétez-la intérieurement et, si vous le souhaitez, écrivez-la dans les commentaires. Chaque défi me renforce. Car même au cœur de ce jeu d'entreprise, qui semble éloigné de notre quotidien, il y a une leçon à tirer. Comprendre qui fixe réellement les prix, reconnaître la dynamique du pouvoir financier, et apprendre que dans l'économie mondiale, la connaissance est le seul outil qui nous protège des illusions. Robotique et élite contre chaîne de montage. C'est peut-être le point le plus délicat pour comprendre le véritable impact sur l'emploi. Tout le battage médiatique autour de Détroit, toute cette chorégraphie de discours, d'investitures et de promesses ne génère en pratique qu'une poignée d'emplois. Il s'agit de quelques dizaines de postes techniques réservés aux spécialistes des logiciels, de la robotique et de la gestion avancée des processus industriels. Ce sont des emplois d'élite, conçus pour une minorité. Prenons un exemple concret. L'Apple Developer Academy du Michigan, un programme éducatif similaire en substance, accueille environ 200 étudiants par an. 200. C'est la véritable ampleur du formidable engagement de la main-d'œuvre vanté lors des conférences de presse comme s'il s'agissait d'une révolution industrielle. Un nombre infime comparé aux besoins en main-d'œuvre d'une ville qui, à l'âge d'or de l'automobile, employait des centaines de milliers d'ouvriers à la chaîne. La proportion est abyssale. Nous sommes passés d'un Detroit dynamique, avec ses usines qui animaient des quartiers entiers, à un scénario où seule une poignée de personnes, comptées sur les doigts d'une main à chaque génération, ont accès à ces nouveaux créneaux du savoir. Pendant ce temps, où se situe la véritable production de masse? La réponse est claire, en Inde. Là-bas, des usines assemblent des dizaines de milliers d'appareils par jour, avec des armées de travailleurs qui font tourner les chaînes de montage. Le poids de cette production n'est pas négligeable. Apple et Samsung représentent à eux seuls près de 94% des exportations indiennes de smartphones. 94%. Cela signifie que le pays est pratiquement devenu un pôle industriel mondial, un véritable continent productif qui exporte des milliards de dollars chaque année. Le gouvernement indien a parfaitement compris le jeu. Il a ouvert ses portes avec un tapis rouge. Il a supprimé les taxes sur les composants clés, offert des subventions directes aux entreprises qui implantent des usines, facilité l'accès aux terrains industriels et simplifié les permis qui prendraient des années en Occident. Tout est conçu pour attirer, consolider et multiplier la production. Et ils y parviennent. Ce qui est présenté aux États-Unis comme une expérience est mis en œuvre en Inde comme un plan d'État. La conclusion pour le travailleur occidental est froide et difficile à accepter. Les emplois massifs à la chaîne, ceux qui faisaient vivre des familles entières, des communautés, des villes entières, partent à l'étranger. Ils ne reviennent pas. La promesse de « ramener les usines » s'est avérée être un conte de fées. Il ne reste ici qu'un marché pour les cerveaux. Ingénieurs, développeurs, spécialistes de l'optimisation des processus. Des postes d'élite, exclusifs, qui ne représentent pas le salut de la classe moyenne ouvrière. Imaginez la différence.
On nous offre, à vous et à moi, des miettes d'éducation technologique, des conférences et des formations qui font la une des journaux. Mais en Inde, on nous sert le festin industriel complet. Là-bas, les vrais emplois se multiplient. Les vrais, ceux qui soutiennent les villes, ceux qui construisent des économies entières. Ici, on nous offre des programmes vendus comme des opportunités, alors qu'en réalité, ce ne sont que des accessoires de scène destinés à rassurer l'opinion publique. Derrière tout cela se cache une transition silencieuse mais implacable, le remplacement du travail humain en Occident par l'automatisation des élites et, parallèlement, la délocalisation de la production de masse vers des pays qui acceptent d'être les ateliers du monde. Un double coup dur qui laisse des millions de travailleurs coincés entre deux extrêmes. Soit ils obtiennent un diplôme d'ingénieur de pointe, soit ils sont confrontés au vide de la délocalisation. Et c'est dans ce vide que surgit le besoin d'une affirmation puissante. Écrivez-la si vous la ressentez et répétez-la. Je crois en ma détermination. Car au final, ni une publicité politique ni une campagne d'entreprise ne définiront votre avenir. Votre initiative, votre capacité d'adaptation, votre décision de ne pas vous fier aux gros titres feront la différence. Investissement fantaisiste et discours à millions de dollars. Lorsqu'on entend un politicien ou un dirigeant d'Apple parler de chiffres, la première réaction est l'étonnement. Apple annonce investir 600 milliards de dollars aux États-Unis au cours des prochaines années. 600 milliards! Une somme qui, à elle seule, dépasse le produit intérieur brut de pays entiers. À première vue, cela semble confirmer un engagement profond envers l'économie nationale, une promesse d'usines, d'emplois et de renaissance industrielle. Mais voici le véritable jeu de mots. Il est vrai qu'Apple investira cet argent. Personne ne le conteste. Mais ces investissements ne sont pas destinés aux usines d'assemblage où des milliers d'ouvriers fabriquent des iPhones, ni aux chaînes industrielles rappelant le Détroit d'antan. Cet argent est distribué sur des fronts très différents. Des centres de données pour stocker votre musique, vos photos et vos documents dans le cloud. Des infrastructures logicielles et des bureaux d'études dédiés au développement numérique. Des sièges sociaux et des boutiques phares qui renforcent l'expérience de marque. Ce sont des investissements puissants et sophistiqués, mais d'une nature totalement différente de ce que suggère le discours politique. Oui, ces décassements créent des emplois, mais les emplois qu'ils créent ne sont pas ceux qui sauvent les classes populaires. Il s'agit de concepteurs d'interfaces, de programmeurs en intelligence artificielle, d'ingénieurs systèmes et de spécialistes du marketing numérique. Il s'agit également de vendeurs de renom qui travaillent dans des magasins situés dans les quartiers les plus aisés des grandes villes. Ce sont des emplois exclusifs et à forte valeur ajoutée qui profitent aux personnes ayant suivi une formation avancée ou à celles qui appartiennent à des marchés urbains très spécifiques. Le contraste est saisissant. Car si le discours politique répète qu'Apple crée des emplois, l'image qui se dessine dans l'esprit du citoyen moyen est celle d'entrepôts industriels, géants, avec des files interminables d'ouvriers en bleu de travail, comme à l'époque de General Motors ou de Ford. Mais cette image ne se matérialise jamais. Le discours politique et médiatique devient un mirage qui exploite l'ampleur du chiffre 600 milliards pour tromper le public sur la véritable nature de l'investissement. En d'autres termes, Apple tient sa promesse d'un point de vue technique. Oui, elle investit. Oui, elle étend ses activités aux États-Unis. Mais la nuance est fondamentale. Il ne s'agit pas d'investir dans la classe ouvrière qui a soutenu les fondations de l'industrie. Il s'agit d'investir aux plus hautes sphères de la chaîne de valeur, dans des bureaux remplis de talents technologiques, dans des centres de données impressionnants mais occupés par une poignée de spécialistes, dans des boutiques de luxe qui renforcent l'exclusivité de leur marque. Les politiciens ne laissent pas passer cette occasion. Ils montent sur scène, élèvent la voix et proclament « Nous avons convaincu Apple d'investir dans notre pays ». Le public applaudit. Les caméras immortalisent l'instant. Mais derrière ces applaudissements se cache une confusion délibérée entre deux modèles d'investissement. L'un qui transforme des communautés entières grâce à l'emploi massif et l'autre qui renforce les élites technologiques et urbaines. Le second est en cours, tandis que le premier n'est utilisé comme argument électoral. Cette stratégie s'apparait à un tour de passe-passe financier. Un tour de passe-passe aux chiffres vertigineux. Le chiffre colossal est mis en avant, répété jusqu'à susciter la confiance et les petits caractères qui expliquent sa véritable portée sont omis. Ce n'est pas un mensonge, mais ce n'est pas non plus la vérité que la plupart des gens imaginent. Et c'est dans cet espace d'ambiguïté que le discours politique prospère. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un principe clair. Écrivez-le, répétez-le et partagez-le si vous le ressentez. Mes décisions façonnent mon avenir. Car ce n'est qu'en examinant les chiffres réels, les contrats et les utilisations spécifiques de l'argent que nous pouvons prendre des décisions éclairées.
Il ne suffit pas de lire les grands titres. Le véritable pouvoir financier réside dans la lecture des non-dits, dans la compréhension de la manière dont les mots façonnent les perceptions de millions de personnes. La vérité est dans les chiffres. À ce stade, après avoir analysé les promesses, les annonces spectaculaires et les chiffres gonflés dans les discours, une question inévitable se pose. Comment démasquer ces mascarades à l'avenir? Comment éviter de se laisser berner par des gros titres clinquants? La réponse est simple, mais elle exige de la discipline. La vérité est dans les chiffres. Ni dans les slogans, ni dans les discours émouvants, ni dans les photos d'ouverture. Seulement dans les contrats signés, les états financiers et les offres d'emploi concrètes. Lorsqu'une entreprise annonce un investissement de plusieurs millions de dollars, la question n'est pas de savoir combien, mais dans quoi. Où cet argent est-il réellement investi? Des usines sont-elles construites? Des conventions collectives sont-elles signées? Des ouvriers sont-ils embauchés? Ou, en réalité, des ingénieurs spécialisés et du personnel administratif? Chaque titre peut paraître glorieux, mais la réalité se cache toujours dans les petits caractères des rapports financiers et des données de recrutement. Prenons un exemple concret, la soi-disant Apple Manufacturing Academy. Son allure imposante évoque la renaissance industrielle. Pourtant, derrière ce nom ronflant, on ne trouve que quelques centaines de personnes formées chaque année. Un chiffre dérisoire comparé aux chiffres réels de la production mondiale. À titre de comparaison, l'Inde a assemblé pour 14 milliards de dollars d'iPhone en une seule année, mobilisant des dizaines de milliers de travailleurs dans des usines gigantesques. Comparons attentivement. D'un côté, quelques centaines d'étudiants suivent une formation en robotique et en gestion des processus. De l'autre, une machine humaine composée de dizaines de milliers de travailleurs assemble des millions d'appareils. L'écart est non seulement flagrant, mais aussi brutal, presque insultant. C'est la clé pour ne pas se laisser duper. Les discours peuvent bien dire « nous avons créé des emplois », mais si l'on examine les chiffres, on comprend que ces emplois ne sont pas ici, mais à des milliers de kilomètres. La presse peut bien parler d'investissement historique, mais si l'on examine les détails, on découvre que cet investissement ne se limite pas à la chaîne de montage, mais plutôt aux bureaux d'études, aux centres de données ou aux boutiques de luxe. Et ce n'est pas que ces emplois n'ont pas de valeur, bien sûr qu'ils en ont, mais ils sont d'une nature différente et ne remplacent jamais l'impact économique d'une grande usine employant des milliers de travailleurs. Par conséquent, si nous voulons nous protéger de la manipulation médiatique, nous devons adhérer à un principe fondamental. L'information, c'est le pouvoir. La transparence ne vient pas toute seule, elle doit être recherchée et analysée. Elle exige de mettre de côté l'émotion du titre pour examiner les détails crus du contrat, le chiffre exact des bilans, la liste des postes vacants sur les plateformes d'emploi. Ce n'est qu'alors que nous découvrons la réalité. Et voici l'espoir. Tout n'est pas perdu. Chaque fois que nous dévoilons un faux récit, chaque fois que nous comparons les gros titres aux chiffres et découvrons la différence, nous devenons plus résilients, plus immunisés contre les illusions. En fin de compte, la meilleure défense contre les illusions des entreprises est la connaissance. Savoir lire en coulisses, comprendre que les chiffres ne mentent pas, même s'ils sont déguisés. Alors, posez-vous la question. Avez-vous l'impression que cette histoire vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous aviez négligé auparavant? Si la réponse est oui, cela signifie que vous vous rapprochez de l'indépendance financière et mentale que peu atteignent. Car ceux qui savent interpréter les chiffres ne se laissent pas emporter par le bruit. Et si cette analyse vous a interpellé, si vous avez l'impression d'avoir découvert ici ce que les discours officiels ne vous disent jamais, alors rejoignez-moi. Abonnez-vous et suivez ce chemin de révélations avec moi. Chapitre après chapitre, nous continuerons à démasquer le monde financier et les stratégies qui façonnent notre présent. À bientôt pour la prochaine vidéo.